Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les vasodilatateurs et je vais démarrer avec la première classe pharmaceutique, à savoir les on va faire comme ça, IECA. Alors comme toujours, la première chose c'est de connaître, de savoir ce que veut dire IECA. IECA, ça veut dire les inhibiteurs de l'enzyme, on est reparti avec nos enzymes, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Alors l'angiotensine existe sous deux formes. Et ici, on va parler de l'angiotensine 2. Donc, les IECA, ce sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Alors, quel est le rôle de l'angiotensine 2 L'angiotensine 2, c'est un puissant vasoconstricteur qu'on va retrouver dans l'organisme et il va permettre au niveau du système cardiovasculaire de diminuer, il va donner l'ordre en fait de contracter la musculature lisse vasculaire et d'induire une augmentation de la pression artérielle. Donc, je vais déjà noter ça. Donc, l'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur. Pour la vasodilatation, bien entendu, si c'est un vasoconstricteur, il va agir à quel niveau L'angiotensine va permettre à la musculature lisse vasculaire de se contracter. Donc, il va produire, ou induire, c'est mieux, il va produire une contraction de la musculature lisse vasculaire. Voilà. Donc maintenant que vous savez le rôle de l'angiotensine, nous, comme on est dans le chapitre sur les vasodilatateurs, on va les premiers médicaments qu'on voit, les IECA, ils vont diminuer la concentration de l'angiotensine 2, d'accord, et ça va induire une diminution de la contraction de la musculature lisse vasculaire, donc une vasodilatation et donc une diminution de la pression artérielle. Alors, en fait, l'enzyme qui est inhibée, elle permet la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et ici, on a l'enzyme de conversion. Donc, les IECA, ils vont inhiber l'enzyme de conversion qui va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, les IECA vont empêcher la production d'angiotensine 2. Donc, les IECA diminuent la synthèse
d'angiotensine 2 en bloquant l'enzyme responsable de la conversion. D'où les IECA vont diminuer la contraction de la musculature lisse vasculaire, en fait. Et donc, ça va induire une vasodilatation. D'où, on va avoir l'effet voulu, on va avoir une vasodilatation et donc une diminution de la pression artérielle. Alors, ils fonctionnent bien, d'accord. Ils n'ont pas trop d'effets secondaires. Ça, je vous laisserai aller chercher les effets secondaires, ça fera partie des questions, d'accord. Il y a une problématique, c'est que ils vont induire une toux sèche, d'accord. Parce qu'en fait, cette toux sèche est liée à une augmentation de bradykinine, d'accord. Et cette augmentation est liée à une non-dégradation de la bradykinine, puisqu'elle est dégradée également par l'enzyme de conversion qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, le principal effet secondaire, c'est un peu embêtant, c'est une toux sèche liée à une augmentation de la bradykinine. Et cette augmentation de la bradykinine est liée à l'inhibition de l'enzyme de conversion, puisque l'enzyme de conversion va également en fait métaboliser la bradykinine et ainsi la dégrader. Donc, voilà pour l'angiotensine. Je tiens également à dire que l'angiotensine 2, elle va agir en se fixant sur des récepteurs à l'angiotensine, d'accord, on les appelle les AT, et c'est en activant ces récepteurs que finalement l'effet vasodilatateur va avoir lieu. Donc je vais quand même le noter, d'accord, l'angiotensine 2 se fixe sur des récepteurs à l'angiotensine. Alors, il y en a de deux sortes, un T1, un T2. Ici, pour le cardio, on est principalement sur le récepteur à l'angiotensine de type 1. Ça va. Donc en fait, c'est pas réellement l'angiotensine, c'est l'angiotensine qui va se fixer sur son récepteur et ainsi induire une vasoconstriction. Donc si on diminue la quantité d'angiotensine circulante, avec les IECA, on va de facto diminuer la vasoconstriction et induire une vasodilatation. Alors, la deuxième classe de médicaments qui sont considérés comme des vasodilatateurs purs, ce sont les sartans. Alors, les sartans, en fait, ils vont agir plus ou moins comme les IECA, mais ce sont des antagonistes
des récepteurs à l'angiotensine. Bien entendu, l'angiotensine 2. Donc, comment ils vont fonctionner? Je vous ai expliqué il y a 2 minutes que l'angiotensine 2, c'est un puissant vasoconstricteur, d'accord? Et il agit, c'est une protéine, hein, elle agit en se fixant sur des récepteurs à l'angiotensine, les récepteurs de type AT1. Donc, les sartans, ils vont empêcher l'angiotensine de se fixer sur les récepteurs à l'angiotensine 2, et donc, ils vont empêcher d'induire une vasoconstriction. Donc, on peut dire que les sartans diminuent la pression sanguine. On va faire simple. Diminue la pression sanguine en bloquant les récepteurs de l'angiotensine 2. Et ces récepteurs, ce sont les AT1. De ce fait, les sartans vont induire une vasodilatation. Donc, les sartans induisent une vasodilatation Le gros avantage des sartans, c'est comme ils ne bloquent pas en fait la dégradation de la bradykinin, ils vont pas induire une toux sèche, d'accord? Donc ils ont le même effet que les IEC1, d'accord? Mais ils vont pas induire de toux sèche. Donc c'est un gros avantage pour ce type de médicament. Donc je vais le noter comme il... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, attendez. On va dire que les sartans ne provoquent pas de toux sèche. Pourquoi? En fait, parce qu'ils n'empêchent pas la dégradation de la bradykinin. D'accord? Donc, voilà. Encore une fois, dans les questions, je vous demanderai de me donner les effets indésirables des sartans, ainsi que de m'en citer, de citer 3 DCI et 3 noms commerciaux pour les sartans. Bon, dernière classe pharmaceutique concernant les vasodilatateurs, ce sont les antagonistes calciques. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la force de contraction des muscles vasculaires lisses ou des autres muscles dépend en fait de la concentration cytosolique, c'est-à-dire la concentration à l'intérieur de la musculature, des cellules de la musculature lisse vasculaire, de calcium. Donc, j'ai déjà noté ça. Donc, on peut dire que le tonus musculaire, donc son activité, dépend, donc est proportionnelle de la concentration cytosolique de calcium 2+. Excusez-moi.
cytosolique de calcium 2+. Donc, si la concentration en calcium 2+, à l'intérieur de la cellule musculaire est importante, le muscle va se contracter de façon plus forte. Si, au contraire, la concentration à l'intérieur de la cellule du muscle lisse est plus faible, le muscle va se contracter moins fort. Les antagonistes calciques, ils vont agir sur des canaux calciques voltage dépendants, c'est leur nom, d'accord. Donc, il existe des canaux calciques. Alors, leur vrai nom est encore plus long, un canaux calcique de type L, voltage dépendant. Alors, on va laisser tomber le voltage dépendant, puisque j'ai jamais parlé de l'activité électrique au niveau des membranes cytoplasmiques. Donc nous, on va juste voir ça comme des canaux calciques. Les canaux calciques, ils vont servir à quoi? Ils vont permettre, si je dessine une petite membrane, on va avoir les canaux calciques, comme ça. Hop. Et ces canaux calciques, ils vont s'ouvrir et se fermer. Quand ils s'ouvrent, en fait, ils vont permettre au calcium de rentrer dans la cellule. Donc, quand ils sont ouverts, on va avoir du calcium qui va pouvoir rentrer dans la cellule. Et plus la quantité de calcium qui rentre dans la cellule est importante, plus la force de contraction du muscle sera importante. Bien entendu, ici, on a affaire à des antagonistes calciques. Donc, ces antagonistes, ils vont empêcher les canaux calciques voltage dépendants de s'ouvrir et ils vont diminuer la concentration en calcium 2+ à l'intérieur de la cellule, ce qui va, au niveau du système cardiaque, induire une relaxation du muscle artériolaire lisse, c'est-à-dire ça va produire une vasodilatation. On va essayer de mettre tout ça en musique. Donc, normalement, les canaux calciques, lors d'une contraction, musculaire, les canaux calciques s'ouvrent, le calcium 2+ rentre dans la cellule, et on obtient une contraction musculaire. Alors, il y a deux entrées de calcium, d'accord. Il y en a d'abord une première qui peut induire le début de la contraction, et ensuite, elle est en fait optimisée, augmentée par l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant, d'accord. Mais nous, on pense que le calcium rentre et le muscle se contracte. Donc, les antagonistes calciques, comment ils vont agir? Les antagonistes calciques, en fait, empêchent l'ouverture des canaux calciques Donc, le calcium 2+ ne rentre pas dans la cellule. Dans la cellule.
ce qui empêche la musculature lisse vasculaire de se contracter. Voilà. Ça va induire quoi? Ben, ça va induire une vasodilatation, donc d'où on a une vasodilatation. Alors, on continuera à voir les antagonistes des canaux calciques dans le chapitre suivant, parce qu'en fait, ils n'agissent pas que sur la musculature lisse vasculaire, ils agissent également au niveau de la musculature myocardique. Donc, ici, c'est le premier jet sur les canaux calciques, mais pour ces effets vasodilatateurs, on peut le voir de cette manière-là. Donc, en fait, on va diminuer les canaux calciques, on peut dire qu'ils vont diminuer la résistance périphérique, c'est-à-dire la contraction de la musculature lisse vasculaire, et ça va provoquer, de cette manière, une chute de la pression sanguine. D'accord. Alors, ce sont des vasodilatateurs qui sont qui ont une activité comparable, en fait, au thiazide, qu'on avait vu la semaine dernière, ainsi qu'aux IECA qu'on a vu juste ici avant. Comme pour les deux autres, je vous demanderai de me faire une liste de ces effets secondaires et également de me citer différents noms commerciaux et DCI des antagonistes calcique. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Il y aura 2 autres parties pour continuer la séance de cette semaine. Merci.